Affirmation, une série de balados-diffusion qui présente des personnes qui contribuent au mieux-être des communautés LGBTQIA+. On a dit Jeannette Bertrand qu'elle a déniaisé les Québécois et les Québécoises. Mon invité, Lynn Chamberlain, a déniaisé le monde académique sur les questions de la diversité sexuelle et de genre. Voici les affirmations de Lynn Chamberlain. Bienvenue tout le monde à Affirmation. C'est une nouvelle série de balados-diffusion de Canal M qui a pour but de nous faire découvrir des personnes qui ont fait avancer la cause ou les causes des communautés LGBTQIA+. Mais vous allez comprendre que souvent, ces gens-là font avancer la cause de toute la société parce que les droits des uns, des petites minorités, c'est souvent les grandes majorités qui en bénéficient au bout du compte. Lynn Chamberlain, bonjour! Bonjour! Ah, que je suis content de te recevoir. C'est réciproque. Ah, j'étais tellement content. Je voulais tellement faire cette entrevue, ma première entrevue avec toi. Lynn Chamberlain, j'ai fait une grande recherche pour trouver qui tu étais. Je voulais savoir d'où tu venais. Puis je me disais, je vais quand même pas passer mon temps à l'appeler pour toutes sortes d'affaires. J'ai fait de la recherche et j'étais très déçu. Pas déçu d'avoir découvert ce que tu as écrit, mais il n'y a pas grand-chose sur toi. Ça, je trouve que ça explique quelque chose sur les femmes dans notre société. Tu trouves pas? Ben oui, parce que souvent, on reconnaît moins ce que les femmes ont fait, puis on est moins porté à documenter ou à le réencadrer pour le remémorer. On peut l'exemple patent cette année, c'est le 100e anniversaire de la naissance de Riopelle. Oui. Et le 100e anniversaire de la naissance de Marcel Ferron. Un grand peintre, une grande peintre et une grande qui a fait aussi des vitraux. Alors, le premier a été très, très, très célébré. Il y a un pavillon avec son nom qui est en construction à Québec avec un coût assez astronomique. Et Marcel Ferron, il n'y a pas eu d'exposition muséale. Il y a eu une exposition à la Galerie Simon-Blais, une tournée de conférences. Pourtant, les œuvres des deux sont comparables jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'ils ont produit toute leur vie, ils ont été reconnus, ils ont exposé. Ils ont eu une importance incroyable sur l'art au Québec, sur notre société. Bien, j'aimerais commencer par parler de toi. Qui es-tu, Lynn Chamberlain? Tu viens d'où? Alors, c'est toujours un peu gênant de se raconter, mais en gros, je suis née dans un petit village qui s'appelle Charny, qui était en face de Québec. En face de Québec, qui fait maintenant partie de la municipalité de Lévis. Et en fait, on habitait là parce que mon père travaillait sur les trains. Et on habitait tout près de l'ancienne cour à train, entre la voie ferrée et la cour à train. Et puis, c'était un petit village à l'époque, un milieu assez sécuritaire. Et on peut parler, est-ce qu'on peut le dire en quelle année tu es venu au monde? Oui, en 1950. 1950. Oui. Alors, c'était une époque très différente de celle qui est présentement. C'est un contexte familial très différent. Mm-hmm. Donc, la mère à la maison, le père qui travaille, l'école, on peut aller à pied. Donc, on va à l'école 2 fois par jour. On revient pour dîner à la maison. C'est très différent aussi par le fait que c'est un milieu très homogène. Oui. Blanc, francophone, catholique, une famille anglophone protestante dans le village. C'était vraiment un milieu très, très, très homogène. Peu de moyens de transport, peu d'accès à l'école. Et ça, c'est venu un peu plus tard, et heureusement, parce que ma mère a voulu déménager à Sainte-Foy, qui était une banlieue. Bon, on se rappelle, là, c'est 1960, on est déménagé à Sainte-Foy, donc c'est la période... On était voisins. Moi, je suis venu au monde à Sainte-Foy. Ah oui? En 61. En 61, bon. Alors, les banlieues se développaient. On était la dernière maison dans la rue, puis après, c'était encore en chantier. Les centres d'achat se sont construits. Donc, c'était vraiment l'explosion de la banlieue. Et moi, j'ai plus ou moins apprécié la vie en banlieue. J'aurais préféré demeurer dans mon petit village. Mais par contre, ça donnait accès à l'école. Oui. Et ça, c'est un autre élément important. Moi, je suis tombée dans la bonne période pour la réforme scolaire, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai pu, à l'école secondaire, l'école secondaire publique, faire ce qui s'appelait un cours classique à l'époque, débuter... commencer ce cours. Et après avoir accès au cégep, la première année qu'on a mis quelques cégeps sur pied, il y en avait un à Sainte-Foy, donc je suis allée, puis ensuite à l'université. Donc ça a été une chance quand même assez inouïe d'arriver juste à temps pour... Est-ce qu'on peut dire que tu as fait une ascension sociale ou un transfuge de classe parce que tu viens d'un milieu ouvrier et t'es passé du côté académique des choses?
Oui, je sais que le terme est populaire. Le terme est populaire, puis il est galvaudé un peu, oui. C'est ça. Mais dans un sens, oui. Même que ça explique un certain malaise que j'ai ressenti à un moment donné dans mon parcours universitaire, parce qu'il y avait quand même un certain snobisme à l'université, puis en sociologie en particulier, un regard critique sur la société, un regard critique sur la classe ouvrière, sur le monde populaire, un regard parfois condescendant ou un peu snob et tout ça. Et à un certain moment donné, je trouvais que peut-être que j'étais trop écartelée entre les deux. Je trouvais que c'était insupportable et j'ai quitté. Je n'ai pas terminé ma maîtrise. Ça, c'était à Québec, Et c'était à Québec. C'est étonnant. Donc, est-ce qu'on... Je vais prendre l'expression, tu as été comme une drapante, j'imagine, à ce moment-là? Oui, à l'époque, oui. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là, quand tu as quitté l'université? J'ai déménagé à Montréal avec pourquoi Montréal? Un ancien copain de cégep. Je suis venue à Montréal quelques semaines par curiosité, pour voir. Je venais déjà à l'occasion à Montréal, mais disons, et là, j'ai été plongée dans un milieu plus politisé ou plus radical que ce que j'avais déjà commencé à me politiser en sociologie. Puis, il faut se rappeler l'époque. Là, on est rendu dans les années 70. Oui. Début des années 70, il y a le FLQ, il y a la crise d'octobre, ton ancien copain avec qui tu parlais au cégep qui se fait arrêter au cours de cette crise-là. Est-ce que toi, tu étais impliquée là-dedans? Moi, je n'ai pas été impliquée, mais j'étais proche, si on veut. J'avais des amis ou des amis d'amis qui l'ont été. Arrivée à Montréal, je suis arrivée dans un monde plus politisé, plus radical aussi. Je pense que de toute façon, c'est plus radical à Montréal. La gauche est plus radicalisée à Montréal, je pense. Probablement. Et donc, je suis arrivée là-dedans, mais j'ai trouvé ça très stimulant. Et donc, à Montréal, je me suis impliquée dans des groupes de quartier, dans Saint-Louis-de-France, dans le quartier Saint-Louis-de-France, qu'on appelait à l'époque, qui fait maintenant partie du plateau Mont-Royal. Alors, il y avait une coopérative de logement, il y avait une coop d'éducation populaire, qui était aussi une épicerie collective, la coop Ollier. Donc, je me suis impliquée là-dedans. J'ai habité brièvement en commune. Donc, on essayait des modes de vie autres. Est-ce que l'expression hippie te collerait à l'identité, peut-être? Un peu. Je dirais qu'un peu. Je dirais que je ne veux pas faire des tranches de pourcentage, mais disons, il y avait un peu une influence du milieu hippie dans la mesure où il y avait cette idée d'explorer d'autres modes de vie, de fumer un peu, de consommer un peu de drogue, même si je n'ai jamais été une grosse consommatrice, mais quand même. Donc, d'explorer le corps, d'explorer la sensualité, la sexualité, de manger autrement. Donc, c'était présent dans l'influence que je découvrais à Montréal. Et parallèle à ça, il y a eu tout un militantisme politique que tu as fait aussi en même temps. Tu t'es impliqué dans plusieurs causes, si je comprends bien. Oui. Le travail dans le quartier, c'était aussi une façon de m'impliquer contre la pauvreté, parce que c'était une épicerie coopérative, donc les prix étaient moins chers. C'était aussi une façon de protester lorsque Saint-Louis-de-France, à l'époque, il y avait des feux. Souvent, c'était considéré comme des nids à feu, des maisons pas entretenues. On attendait qu'elles brûlent. On recevait plus de dédommagements quand elles brûlaient que par l'entretien. Il y avait des démolitions pour construire des bâtiments nouveaux, mais pas accessibles. Bref, une problématique du logement qui ressemble un peu... Plus ça change, plus c'est pareil. Oui, malheureusement. Ouais. Et donc, je me suis impliquée là-dedans. Je me suis impliquée dans des groupes féministes aussi. Et à la suite de la répression des espaces gays et lesbiennes, enfin, les quelques bars qui existaient à l'époque, il y avait eu de la répression... à l'arrivée des Jeux olympiques. Oui, le maire Jean Drapeau voulait faire le ménage. Oui. Et puis le fameux, il y a eu la descente du Trox. Oui. Puis peut-être que les bars lesbiennes étaient peut-être moins visées, mais elles ont quand même été réprimées en fait, aussi. Ils étaient moins nombreux, mais ils étaient visés. Ils étaient visés aussi. Par exemple, il y a eu une descente chez Babyface dans cette série de descentes-là. Quelques années plus tard, il va en avoir une chez Gillies. Alors, il y avait eu une première marche contre la répression policière l'année des Olympiques. Alors, j'en étais. Est-ce que tu t'es fait arrêter? Non. Non. J'avoue que dans ma première manifestation, c'était à Toronto. Là, c'est mon côté hippie, parce que j'étais dans le quartier hippie de Toronto, et puis il y avait un chien dont tout le monde s'occupait un peu, et puis il s'est fait tuer par des autos, et puis là, il y avait eu un sit-in pour protester contre la circulation automobile. Et là, on avait fait un sit-in les bras croisés, c'est-à-dire qu'on se tient vraiment les bras
entrecroisés pour solidifier. Et là, les policiers étaient là à cheval. Là, je devais avoir 16 ans, 17 ans. Il y avait les policiers à cheval, ce qui est assez impressionnant. Et puis là, ils nous détachaient un par un, une par une. Et moi, il m'avait amené jusqu'au fourgon. Et à la porte du fourgon, il m'a laissé aller. Alors, j'ai jamais été arrêtée dans les descentes de bar, par exemple. Bon, je n'y étais pas ce soir-là. Donc, mais on se sent solidaire quand même de ce qui arrive. Hein. Au troc, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu la descente du troc. C'est beaucoup d'arrestations, mais aussi le lendemain. Le lendemain, ils ont publié les noms des personnes arrêtées. C'était épouvantable. C'était épouvantable. Ça détruisait des vies parce que c'était une époque où c'était pas encore accepté. Tu vois, après le troc, il y a des centaines de gars qui se sont sentis visés puis qui ont participé à la manif. Parce que même si on n'est pas arrêté ce soir-là, on aurait pu y être. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ou qui t'a fait découvrir que, on peut le dire, que tu étais attiré par les femmes? Parce que c'est arrivé à peu près tout en même temps, tout ça, là. Oui, tout ça. J'avais des relations... j'ai eu des relations avec les hommes, mais qui n'étaient jamais très emballantes, je dirais, ou très prenantes. Donc, après les vacances d'été, moi, je retournais. J'ai mes cours, je dois étudier, je retourne à mes affaires. Donc, c'était jamais des... Bon, peut-être sauf une, mais sinon, c'était jamais des relations dans lesquelles, finalement, qui venaient me chercher beaucoup. Et après, à mon arrivée à Montréal, dans ce milieu-là, j'ai côtoyé des gays, des lesbiennes qui, elles, s'affirmaient. Et puis, là, j'ai eu quelques relations. Et puis, je me suis dit, ah oui, c'est ça. Ça me prend, ça m'interpelle. Ça, c'est ce que j'aime. J'aime cette force de ces femmes-là, cette capacité de s'affirmer qu'elles ont. J'aimerais ça peut-être explorer comment tu as fait un coming out. On parle toujours du coming out, c'est toujours des gars dont on parle qui font leur coming out. Toi, une femme, comment tu as fait ton coming out? Ou est-ce que tu as eu à le faire? J'ai rarement fait des coming out comme tel. T'en fais un aujourd'hui, là, mais... Oui. Mais disons que là, j'étais loin de ma famille. Donc, ça s'est su progressivement. J'ai parlé à ma sœur, à mon frère. Ma mère l'a appris éventuellement, même si elle faisait semblant un peu de ne pas savoir. C'est la réaction des parents. Souvent, ils savent pas. Ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas nommer. Donc, ils sont dans cette zone-là. Et je la laissais dans cette zone-là. La distance a aidé. Hein? C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gays lesbiennes qui se sont retrouvés à Montréal à cette époque-là, surtout. Fait que c'est plus dans mon milieu, mais ça s'est su parce que j'étais avec une autre femme. Mais dans les milieux comme le travail, là je ne le disais pas, évidemment, parce que c'était quand même très tabou. Hein? J'aurais eu peur de perdre mon emploi. Quoique, à partir du moment où j'ai commencé à travailler, à enseigner dans un cégep, après un certain temps, on avait une sécurité d'emploi. Donc, on avait une sécurité d'emploi, un syndicat pour défendre notre sécurité d'emploi aux besoins. Et on avait inclus assez rapidement l'orientation sexuelle dans la convention collective. Donc, oui, puis ça a été la loi aussi. En 1977, le gouvernement avait changé la loi des droits de la personne au Québec, qui a été le premier État en Amérique du Nord à le faire. Hein? Oui. C'est vraiment ça. Ça a été une protection très, très rassurante parce qu'on se dit peut-être que je vais avoir à faire cette lutte-là si on essaie de me congédier à cause de ça, mais on savait qu'on avait une poignée là, pour la faire avec la convention collective et tout ça. Et finalement, dans mon milieu de travail, auprès des collègues, ça s'est su parce que je m'habillais toujours en pantalon. Ah. Et puis là, les gens se posaient des questions. Les femmes qui s'habillent en pantalon, c'est toutes des lesbiennes, hein, c'est ça? C'est des lesbiennes à l'époque, c'est ça. Et puis pourquoi? Pourquoi mais jamais une jolie robe ou une apparence plus féminine au sens de plaire aux hommes hétérosexuels? Là. Et puis... mes collègues l'ont su. Auprès des étudiants, on était quand même plus prudents, y compris moi. En fait, ça s'est su peut-être plutôt dans les années 80 ou 90 même, je dirais. Peut-être que ça se savait entre les branches, là. Les étudiants gays, lesbiennes sont souvent plus prompts aussi à s'interroger sur leurs enseignants. Ouais. Pour savoir si c'est pas un gay ou une lesbienne. Oui, donc, peut-être qu'il y en a qui savaient. Mais sinon, ça a été... quand j'ai fait j'ai participé à des débats ou des trucs comme ça à la télévision ou à la radio, là, j'ai eu des étudiants qui m'ont dit « Ah, madame, on vous a entendu à la radio. » Ça, je me souviens, j'enseignais en plus en technique policière à ce moment-là. Arrête! Ah oui! Et puis, un premier cours, l'étudiant qui me dit « Madame, on vous a entendu à la radio hier. » Là, vraiment, le cœur m'a serré. Puis il m'a dit « Ah, vous étiez bonne. » J'ai dit « Ah, phew.
Parce que ça, c'était... Puis moi, j'ai jamais fait de coming out en classe, mais j'amenais le sujet. Mais pas à mon... Parce que je me disais, c'est ma vie, ça. Mm. Mais j'amenais le sujet de l'homosexualité. Que ce soit en parlant des lois ou que ce soit en parlant même de méthodologie ou d'enquête ou des attitudes ou n'importe quel sujet où je pouvais amener l'exemple de l'homosexualité ou du lesbianisme. Là, j'ai amené le sujet en classe. Vous écoutez la balado-diffusion Affirmation S. Aujourd'hui, c'est avec Lynn Chamberlain, sociologue, qui a créé, qui a monté, qui a participé à la création de la chaire de recherche sur les orientations sexuelles et les pluralités de genre. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Moi, j'aimerais revenir un petit peu dans ce passé parce que je trouve ça tellement fascinant. On voit ce qui a formé la militante en toi dans toutes ces années-là. Et tu avais quitté l'université parce que tu n'en pouvais plus de voir ces espèces de façons de voir le monde qui étaient injustes à tes yeux, mais tu y es retourné. Pourquoi? En fait, j'y suis retournée d'abord pour finir ma maîtrise que j'avais quand même commencé. Ah, ben oui, une bonne raison. C'est ça, on m'avait dit au début de l'emploi que je devrais finir ma maîtrise. Finalement, j'aurais pu passer à côté pour la finir, mais je me suis dit oui, pourquoi pas. J'ai travaillé sur la revue Moderne, qui est l'ancêtre de la revue Châtelaine. Oui. Dans la période Moi, j'ai travaillé sur la période des années 45 à 60. À partir de 1960, c'est devenu la revue Châtelaine. Et puis, j'ai fait une analyse du contenu de cette revue-là, puis des transformations du contenu. On voit le développement du capitalisme, en fait, de la commercialisation. À la ménagère, là, on commence à lui vendre des produits ménagers, des recettes, des gâteaux tout faits ou presque tout faits. Donc, on voyait toutes ces transformations-là. On voyait aussi les transformations du langage de l'amour qui devient plus romantique, plutôt que l'amour qui est comme la vocation de mère. Et il faut trouver, dans le fond, le partenaire. C'est peut-être pas les mots qu'on utilisait, mais il fallait trouver le mari, mais dans l'intérieur d'un projet familial, finalement. Ouais. Alors là, ça devient plus proche du flirt, de l'amour romantique et tout ça. Donc, on voyait toutes sortes de choses intéressantes. Et après, là, la décision plus importante, c'était le doctorat parce que moi, je me définissais comme lesbienne et féministe. Mm. Mais c'était dans les années 70, je pense que ça allait, mais dans les années 80, je me disais, oui, dans le fond, je me présente comme féministe quand je suis trop gênée de dire que je suis lesbienne. Ou alors parce que je dis lesbienne féministe, donc ça fait moins, lesbienne sexuelle, ça fait plus une femme engagée, une femme politisée, ça donne une certaine justification, ça embellit un peu le côté lesbienne qui était considéré comme très sale. Hein. Le terme lesbienne, c'était associé à la pornographie, à la prostitution. Donc, et puis quand on parle de pornographie, c'est la pornographie qui est faite par des hommes hétérosexuels qui idéalisent des relations entre femmes parce que ça les excite, mais on ne parle pas du tout du vrai lesbianisme là-dedans. Non. Puis on ne parle pas non plus de ce qui va advenir plus tard, là, de pornographie lesbienne ou pro-lesbienne. On ne parle pas de ça du tout. Donc, à ce moment-là, je me disais, le féminisme, quand je suis gênée, ça vient comme donner une belle jambe à mon lesbianisme, mais c'est comme une béquille. Et puis, en même temps, dans l'histoire, il y a eu des lesbiennes qui n'étaient pas... Il n'y a pas toujours eu un contexte féministe. Moi, ça m'a aidé beaucoup dans ma trajectoire lesbienne à m'accepter, à m'affirmer. Mais je me disais, il y a d'autres périodes où il n'y avait pas ça. Il y avait quand même des lesbiennes, donc comment elles faisaient, comment elles vivaient. Et ça m'a amené à mon projet de doctorat, qui était finalement d'interroger des lesbiennes plus âgées que moi, qui avaient eu des expériences lesbiennes dans les années 50-60. J'essayais 40, mais c'est plus difficile à trouver. Et j'ai rencontré ces femmes-là, et puis j'ai fait ma thèse de doctorat en me demandant comment elles faisaient pour affronter la répression policière, la répression religieuse, la répression médicale, pour observer que la répression catholique était vraiment la plus lourde, la plus pesante, la plus constante, celle qui les atteignait là, dans leur conscience, là, qui était le plus difficile à soulever par la suite, alors qu'à l'époque, la psychologie, c'était moins développé. Puis la répression policière, c'était surtout celle des milieux ouvriers,
celles qui sortaient, qui allaient dans les bars, mais celles qui développaient des relations. Il y a beaucoup d'intersections dans les luttes populaires et les luttes des minorités. Ça se rejoint pas mal. Hein? Il y a beaucoup d'intersectionnalité là-dedans. Oui, et il faut reconnaître que les lesbiennes de milieu ouvrier, celles qui ont mis sur pied les bars, celles qui y ont travaillé, ont joué un rôle important. Ouais. Quand j'étais jeune, on était plutôt les filles instruites et tout ça. Donc, des fois, on avait tendance, je dirais moins, mes proches, mais on entendait souvent dans le milieu des jugements un peu négatifs sur les bars, sur les femmes de bar, les gérantes, ou comme sur Babyface, parce qu'elles étaient encore dans les rôles butch femmes. C'était critiqué. On disait pourquoi elles imitent les hommes. C'est ridicule, c'est pas féministe. Donc, il y avait quand même un certain regard critique, mais... À l'intérieur même, donc, du mouvement féministe, il y avait un regard critique vis-à-vis les lesbiennes. Oui. Wow. Oui, et moi-même, ça m'a pris un certain temps, mais je me suis intéressée à des travaux faits aux États-Unis, puis je me suis rendu compte que, dans le fond, les premiers bars, c'était des butch, notamment Babyface, qui les avaient mis sur pied, parce que... Puis on peut dire qu'en passant, c'est correct qu'une femme, elle se sente bien en étant un peu plus garçonne ou un peu plus butch. C'est pas un problème. Pourquoi ça devrait être... Pourquoi c'est un problème, en effet? Pourquoi c'est un problème? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de codes vestimentaires dans le milieu, mais dans le milieu des gays aussi, dans le milieu des lesbiennes. Oui. Puis il y a je dirais pas des clics, mais enfin, il y a des... Comme nous, lesbiennes, féministes, c'était plus l'androgynie. Oui. On n'était pas féminines. Au contraire, on voulait surtout pas se parer de jolies robes et de tout ça. Mais on était quand même... c'était pas comme le butch femme, parce que butch femme, c'est un peu complémentaire aussi. Oui. C'est-à-dire que... Et c'était quand même pas... On portait pas des vêtements d'hommes. C'était plus un côté androgyne. Là. Mais en effet, pourquoi on pourrait pas avoir une diversité d'apparence? Mais ça a été long dans la communauté lesbienne et chez plusieurs d'entre nous avant d'accepter cette diversité. Parce que si des femmes arrivaient en robe, par exemple, à une soirée... c'était pas évident, la façon dont elles étaient regardées ou jugées par certaines. Donc, tu as été une des pionnières qui a fait une thèse de doctorat où on parle de ces questions-là. On n'en avait jamais parlé avant. Ou très peu. Très peu. Ouais. Puis en fait, moi, plus tard, j'ai fait une recension de ce qui s'écrivait sur les lesbiennes. D'abord, c'était très peu de choses. Et c'était généralement pathologique. C'est-à-dire, c'était pour comprendre pourquoi ces femmes-là étaient tombées dans cette déviation ou avaient ces problèmes psychologiques. Oui, parce qu'il faut dire que l'homosexualité, le lesbianisme, ça a été une maladie mentale dans le DSM, là, le fameux recueil des maladies mentales, jusqu'en 96, je pense, si je me trompe pas. Ça dépend si on parle du DSM, c'est 73. 1973, si on parle de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 80, autour de 93. En fait, c'est début de la décennie. Fait que toi et moi, on a été malades mentales longtemps. Hein? Fait qu'on était considérés malades mentales, puis là, on cherchait quel trauma pouvait avoir amené c'était des discours toujours négatifs. Là. Alors que moi, je prenais pas du tout... pour moi, ça se posait pas. Là. C'était des femmes qui avaient voulu vivre leur vie, leur désir. Ça a été reçu comment quand tu as proposé cette thèse-là à l'université? Et... J'adore le sourire. En fait, heureusement, mon ancienne directrice de mémoire de maîtrise, Nicole Lorrain, qui est maintenant décédée, m'a accueillie en disant, je pense qu'elle m'a fait confiance. Suite à l'expérience de la maîtrise, elle m'a fait confiance, puis elle m'a dit, tu sais, je connais rien là-dedans, mais viens, on va t'inscrire. J'ai dit, j'aimerais ça faire un doctorat sur tel sujet, voici... Et puis, c'est ça, elle m'a dit, moi, j'y connais rien, mais viens, on va t'inscrire. Et même s'il était un peu tard, la session débutait, mais elle m'a tout de suite amenée au secrétariat pour m'inscrire. En fait, il y a mon ami Ross Higgins, cofondateur des Archives gays, qui lui aussi faisait beaucoup cette étude-là du côté des hommes. Et en fait, c'est lui qui m'a aidé beaucoup. Je ne sais pas comme un rôle de supervision, mais il m'a introduit à beaucoup de littérature. Il m'a amené dans des colloques. On a travaillé ensemble sur les petits journaux jaunes pour voir les représentations qu'il y avait des gays et des lesbiennes dans ces années-là. C'était des petits journaux... les journaux où les gens se rencontraient, là, les espèces de petits journaux où il y avait des annonces, des petites annonces. Là, il y avait entre autres des petites annonces. Oui. Il y avait aussi beaucoup de blagues dénigrantes, des petites blagues, comme par exemple, avez-vous vu... un tel qui boit son lait homo en majuscule, génisé.
Ou avez-vous vu les deux tapettes qui se rencontrent à tel coin de rue? Puis là, c'est moi, on ne savait pas trop comment interpréter ça au début. On riait jaune parfois, mais en même temps, on s'est rendu compte que c'était un peu codé aussi. C'est-à-dire que quand il y avait des blagues sur les lieux, bien, ça correspondait à un bar. Oui, il y avait un bar de tel coin, tel coin. Ah. Ou quand il y avait une blague sur telle chanteuse ou sur... là, je ne vais pas faire de bourde, ou sur Yvette Brindamour, par exemple, ou sur d'autres chanteurs ou comédiens ou joueurs de piano. Mais là, petit à petit, on faisait nos recherches aussi, puis petit à petit, on a découvert que souvent, c'était des homosexuels ou des L et LE. Donc, les blagues étaient vraiment pas gentilles. C'était un discours négatif, mais en même temps, c'était une source d'information. Et moi, j'ai une femme qui m'a raconté que c'est une femme du milieu ouvrier, puis quand elle a lu ces petits journaux jaunes-là, elle a vu les allusions à Yvette Brindamour. Elle a été à son théâtre au Rideau Vert pour la voir dans une pièce de théâtre. Pour elle, c'est la première lesbienne qu'elle a vue et qu'elle identifiait comme lesbienne. Donc, ça pouvait aussi être un petit peu une source indirecte d'information. Mais donc, bon, à l'université même, mon Dieu, c'était... Je peux pas dire... Il n'y a pas eu d'opposition ou de discrimination. C'était parfois un silence. Genre, on ne savait pas quoi dire. Il y avait un certain malaise. On ne savait pas quoi dire. Et surtout, il n'y avait pas de ressources. Oui. Il n'y avait pas de ressources. J'étais seule. Il n'y avait pas de ressources. Il n'y avait pas... Tu as fait du travail de moine pour trouver toutes les petites affaires, toi, avec l'aide de Ross, à peu près. Là. Avec l'aide de Ross. Puis là, j'ai été voir des femmes à Toronto qui commençaient l'histoire orale des lesbiennes. J'ai été aux archives lesbiennes de New York. J'avais rencontré John Nessel, n'était pas là, mais Deborah Idle était là. Donc, c'était du travail pionnier, c'est vrai, il faut le dire. C'était du travail pionnier. Par ailleurs, fort agréable, parce qu'il y avait un petit côté... pas détective, mais un petit côté quand même, on explore, on découvre, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ça, c'était bien, c'était un côté stimulant. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que, peut-être que tu ne le savais pas à l'époque, mais tu découvrais que c'était quelque chose qui pourrait éventuellement devenir encore plus grand, c'est ça? Hein? Bien, à l'époque, je ne le savais pas, mais... Non, mais... On fait partie de l'histoire. On va nous faire une petite pause parce qu'on va parler par la suite de tout ce travail qu'a fait Lynn Chamberlain pour la diversité des orientations sexuelles et la pluralité des genres. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites. C'est dans la deuxième partie d'Affirmation avec Lynn Chamberlain. Être une personne qui s'identifie femme, c'est trop souvent devoir composer avec l'invisibilisation. Être femme et lesbienne, c'est pratiquement disparaître. Déniaiser le monde académique, ça veut dire aussi combattre le patriarcat. C'est la deuxième partie d'Affirmation avec Lynn Chamberlain. On a beaucoup parlé en première partie de ton parcours qui t'a amené à aller chercher un doctorat et qui, je pense, qui explique pourquoi tu t'es intéressé à la cause des lesbiennes, mais aussi de toutes les personnes de la diversité des orientations sexuelles et de la pluralité des genres, ou des pluralités des genres, j'aimerais dire. Ça a quand même tout façonné ça. Alors, comment... je sais que tu es sociologue, mais tu t'es retrouvé au département de sexologie. Il faudrait peut-être un petit peu comprendre tout ça. Ouais. Oui. Bien, je dirais, avant de commencer sur cette trajectoire professionnelle, je dirais qu'il y a une chose que le doctorat m'a fait comprendre, c'est que moi, je m'étais affirmée dans un certain milieu de lesbiennes féministes et c'était très soutenant, puis ça a été quelque chose de fort important pour ce que je suis devenue, mais j'ai beaucoup remis en question l'homogénéité de ce milieu-là, puis le fait qu'on disait « nous, les lesbiennes », je me suis rendu compte que nous, les lesbiennes, bien, ça dépend des générations, ça dépend des classes sociales d'où on vient. Il n'y a pas un « nous, lesbiennes » homogène. Donc, ça a vraiment fait éclater cette vision que j'avais.
Mais il n'y a pas de communauté queer, il y a des communautés queer. Ça, il faut expliquer ça aux gens parce qu'on pense pas tous de la même façon. Non, c'est ça. Et selon, je dis l'âge, la génération, les classes sociales, ça joue, l'origine ethnique, ça joue. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Donc, ça m'a rendu vraiment beaucoup plus sensible à ça. Un événement important, c'est le colloque La Ville en rose, qui avait été organisé par des gens de l'Université Concordia et de l'UQAM. Et à l'Université Concordia, c'est anglophone, donc l'influence américaine, on parle de quelle année, canadienne-anglaise, au début des années 90. Oui, OK. Et ce colloque-là a été extrêmement populaire. Il y a eu plus de 600 personnes qui ont participé. Les activités avaient surtout lieu à l'UQAM. Et c'est peut-être là que je me suis rendu compte qu'il y avait... moi, j'avais fait ma thèse pour le plaisir. Ça a été une période très agréable de ma vie. Ça m'a sorti de l'enseignement, mais en même temps, j'avais une sécurité économique parce que je retournais travailler à temps partiel, je reprenais congé, donc j'avais une sécurité économique. Et puis, ce colloque-là m'a fait montrer que il faudrait développer, il faudrait faire quelque chose, qu'il se faisait des choses ailleurs. Il y avait des cours qui commençaient à se mettre en place. Il y avait pas encore des programmes d'études, mais au moins des cours, des colloques, des rencontres. Et à l'UQAM, il y a eu un groupe qui s'est formé aussi sur la question de la diversité sexuelle. Le vocabulaire a un peu changé, mais disons en gros comme ça. Et il y a un premier cours qui s'est donné à l'UQAM, qui s'est développé à l'UQAM. Et on était 3 qui avons développé le contenu du cours. Ça s'appelait Homosexualité et société. Et ça a été, à notre connaissance, le premier cours qui s'est donné dans la francophonie, donc pas seulement au Québec, mais en France aussi. Je me trompe pas quand je dis que, finalement, tu as déniaisé pas mal tout le monde académique de la planète, hein? Oui. Enfin, en tout cas, du côté francophone. Ouais. Et après, j'ai donné le cours en co-teaching et après, j'ai arrêté puis j'ai recommencé. Mais disons ça, c'est peut-être ce qui m'a inscrit dans dire, il y a des choses à faire à l'université. Et moi, j'avais été, c'est ça, assez seule. Et puis, je dirais même jusqu'aux années 2010 à peu près, des étudiants qui travaillaient sur ces questions-là, ils se faisaient quand même souvent juger, ils se faisaient souvent dire « Ah ben tu dois être gay, tu dois être lesbienne si tu t'intéresses à ça ». C'était le cas de la majorité des étudiants avec qui j'ai collaboré, mais pas de tous. Et puis, ils se faisaient décourager. Quand ils voulaient faire un projet de maîtrise, leurs professeurs leur disaient « Ben là, prends pas un sujet comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, pas d'écrit. Ça va nuire à ta carrière. » Donc, je me dis, moi, j'avais pu faire mon doctorat parce que j'avais des assises en arrière. Là. J'avais mon emploi au cégep. Donc, je ne remettais pas en question ma carrière ou mes possibilités de carrière. Donc, mais je me rendais compte qu'il y avait quelque chose à faire à l'université. Et donc, ça a été d'abord par l'enseignement. Ensuite, il y a eu une occasion de faire un petit projet de recherche sur les lesbiennes dans les milieux non traditionnels et un autre sur les lesbiennes et le vieillissement, donc l'accueil des lesbiennes dans les résidences pour personnes âgées. Alors, c'est 2 petits très projets. Très ciblés, mais quand même. Hein, très ciblés. Des sujets importants. Oui, et c'était des projets qui étaient faits par le service aux collectivités de l'UQAM. Le service aux collectivités de l'UQAM, c'est quand même un lieu assez progressiste et qui font des recherches en partenariat avec des organismes communautaires et des chercheurs, avec des syndicats, avec les organisations féministes. Donc, c'est vraiment... c'est pas des gros budgets, mais c'était des petits projets. Donc, ça m'a donné une autre insertion universitaire. Donc, donner un cours, ensuite faire ces projets-là. Et de là, j'ai sollicité des fonds de recherche. Et pendant une dizaine d'années, là, j'étais à cheval entre le cégep et l'université. C'était pas toujours confortable. C'est vraiment être assis en 2 chaises. Des fois, ça voulait dire un peu de perte salariale, beaucoup d'aménagement du temps horaire. Mais c'est important pour toi de le faire. Mais c'est important pour moi de le faire. Plus que l'argent, c'est ça. Oui. Puis j'avais quand même, comme je dis, des assises. J'étais pas dans la pauvreté, là. Est-ce que, je pose la question, tu avais une conjointe aussi qui t'appuyait à ce moment-là ou tu étais seule? Ça dépend des périodes de ma vie. Jeune, oui. Quand j'ai commencé le doctorat, oui. Il y a eu une première conjointe. Après quelques années des fois, de ça célibat, une autre conjointe. Ouais. Et à la fin du doctorat, au début des études, là, il y a après quelques années, il y a eu une séparation, mais là, j'étais déjà engagée dans cette trajectoire-là de vouloir faire quelque chose à l'université. En même temps, c'était pas facile, il n'y avait pas de poste comme tel à l'université.
Donc, ça a pris quand même beaucoup de temps. Puis, moi, j'ai eu un poste en 2009 seulement. Il y a un poste qui s'est ouvert. Alors, pourquoi je suis rattachée à sexologie? Je vais essayer de faire ça rapidement. Il y a eu toute une démarche collective à l'époque qui était initiée par Laura McEachern, entre autres, et d'autres, par le Conseil québécois, parce que l'égalité... Laura McEachern, qu'on connaît, qui est décédé maintenant, mais qui a été un des pionniers aussi là, pour les luttes pour les gays et lesbiennes, qu'on disait à l'époque. Oui. Et le Conseil québécois des droits LGBT, mais à l'époque, il y avait un autre nom, c'est ça? Oui, c'est ça. Les noms ont changé, mais il y avait une démarche avec des groupes communautaires, des représentants des ministères et des représentants du ministère de l'Immigration, puis ensuite du ministère de la Justice. Oui, quelques ministères. Puis ensuite, cette démarche-là a été placée sous l'égide de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et avec Marc-André Dande. Et il y avait des démarches parce que les groupes essayaient de dire, oui, on ne doit avoir l'égalité juridique, il y a de l'homophobie, il y a de la lesbophobie, il y a des problèmes sur le terrain, dans les écoles, dans le milieu de travail. Des comités LGBT, des syndicats étaient présents aussi. Et cette démarche-là a abouti éventuellement à un rapport de la Commission des droits et la recommandation de faire une politique de lutte à l'homophobie. Oui. Et aussi, éventuellement, une des recommandations, c'était de créer une chaire de recherche qui s'est d'abord appelée chaire de recherche sur l'homophobie. Et c'est sûr que moi, j'ai poussé cette recommandation-là parce que mon raisonnement, c'était justement les représentants du ministère, des ministères nous disaient, oui, mais c'est quoi qui se passe dans les écoles? Et puis là, on sortait une étude américaine. Il y avait Bill Ryan et moi qui étaient plus liés au milieu universitaire. Puis on sortait une étude américaine, mais ils nous disaient, oui, mais au Québec, c'est pas pareil. Au Québec, on est ouvert. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de chair sur l'os, là. Non. Puis les groupes avaient des observations, mais des observations des groupes, c'est pas la même valeur. Ça n'a pas le saut, disons, scientifique ou étude systématique, là, et rigoureuse et tout. Donc, c'est sûr que le besoin de recherche, il se faisait sentir. Et donc, moi, j'ai plaidé ma cause qu'on devrait développer la recherche. Puis, éventuellement, ça a été reconnu comme recommandation. Donc, ça faisait partie des recommandations, mais éventuellement, il fallait la créer, cette chaire-là. Donc, puis la financer. La financer. Et là, ça a tout été un jeu d'alliance au sein de l'UQAM. Parce que je ne voyais pas d'autres... Moi, j'avais étudié à l'Université de Montréal, mais je ne voyais pas d'autres universités que l'UQAM pour loger on va le dire, l'UQAM, c'est quand même le campus universitaire qu'on considère le plus à gauche, là, si on peut utiliser ce terme-là au Québec, et qui est peut-être plus propice à ce genre de chaire de recherche. Oui, exactement. Puis là, c'est un peu le jeu d'alliance interne qui a fait que je me suis retrouvée en sexologie, même si moi, j'avais une formation de sociologue, mais les possibilités concrètes étaient plus en sexologie. Donc, en sexologie, il a fini par y avoir une ouverture de poste sur la diversité sexuelle. Alors, j'ai fait application, je l'ai obtenue. Et par la suite, mais là, c'était pas encore la chaire. Là, il fallait travailler pour la mise sur pied du plan d'action qui correspondait à une politique, c'est des principes généraux, donc il fallait un plan d'action. Et là, il a fallu faire des démarches, du lobby essentiellement, auprès du ministre de la Justice de l'époque pour... dire, on a un projet de chaire, voici, ça va aider pour la politique et donc obtenir un financement. Et une façon d'argumenter, c'était le Parti libéral qui était là, donc on s'est dit, oui, on a besoin d'argent, on veut qu'ils nous donnent de l'argent, mais on va les convaincre que quand même, moi, je suis capable d'aller chercher des fonds de recherche, qu'on ne dépendra pas uniquement du gouvernement. Auprès de fondations privées, c'est ça? Fondations privées, mais aussi des subventions de recherche, comme n'importe quel chercheur. Donc, moi, j'avais reçu des subventions de recherche sur le milieu de travail, sur les discriminations au milieu de travail. Et au moment où c'était la chaire qui se discutait, le projet de chaire, j'avais des subventions sur la recherche dans le milieu de l'éducation, sur l'intimidation homophobe à l'école secondaire et au cégep. Donc, je leur disais, écoutez, on dépendra. C'était un peu de jouer le discours libéral. Là, donc, de dire on va être capable d'aller chercher aussi nos propres fonds et c'est ce qu'on va faire. C'est quand même quelque chose pour une femme militante de gauche de faire ce genre de travail-là? Oui. Je vous avoue que la poignée de main, M. Charret, à l'ouverture de la chaire, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? C'était pas toujours naturel, mais à un moment donné,
je pense, est-ce que c'est toujours le vieillissement ou la maturation qui nous amène à ça? Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on veut réaliser des choses. Oui. On ne veut pas uniquement critiquer ou d'être dans une optique critique. On veut changer des choses. Et là, ce qui est à notre portée, je dirais qu'au moment de la création de la charge, je sentais qu'il y avait comme à la fois une expérience personnelle, une expérience professionnelle, le fait que j'ai pu avoir des fonds de recherche, donc une expérience comme chercheur. J'avais la confiance de plusieurs groupes parce que j'avais milité, moi, dans les groupes aussi. J'avais milité dans mon syndicat, la CSN, sur la question des droits des gays et des lesbiennes. Donc, j'avais la confiance du milieu syndical, du moins de la CSN. Pour les études sur le milieu scolaire, j'ai collaboré avec la CSQ. Donc, j'avais la confiance d'un certain nombre d'organismes syndicaux ou communautaires. J'avais l'impression d'être la bonne personne pour faire ça, là, de rassembler mon expérience personnelle, professionnelle, mes alliances politiques. Et donc, que je pouvais faire ça. Et donc, c'était important de le faire. J'y croyais. C'était pas quelque chose qui avait été planifié dans ce sens-là. C'était pas au doctorat, je n'avais pas planifié. Mais ça t'a amené à faire ça. Mais ça m'a amené petit à petit à faire ça. Puis, il faut le répéter, là, parce que il y avait pas beaucoup d'études, puis il n'y en a pas beaucoup maintenant, mais c'est mieux qu'avant, mais il n'y avait pas beaucoup d'études sur les besoins, sur les réalités, quand on voulait parler de violence, d'homophobie, c'était pas documenté. Alors, comment aller demander au gouvernement ou à qui que ce soit de changer les choses quand on n'a pas ce qu'il faut pour appuyer ce qu'on avance? Oui. Une pionnière que je dois mentionner, c'est Danielle Julien, qui était prof de psychologie à l'UQAM, qui est une femme hétérosexuelle, mais qui s'est intéressée aux couples de même sexe et aux parents de même sexe. Et donc, qui a fait des études ou fait des synthèses d'études sur les familles lesbo-parentales. Et ça a été très important quand il y a eu les batailles pour faire reconnaître la possibilité d'avoir 2 mères ou 2 pères. Mais au moment où ça s'est discuté, c'était surtout 2 mères dont il était question. Et le fait que il y avait beaucoup d'interrogations et de réticences. Là, on sentait les réticences sur les enfants, c'est-à-dire comment les enfants vont vivre ça va être terrible. Ça. Et toutes les études convergeaient pour démontrer que les enfants se développaient très bien, surtout quand c'était des enfants en bas âge qui avaient toujours vécu dans des familles avec des parents de même sexe. C'était un peu moins évident quand c'était des parents qui avaient eu des enfants dans des couples hétérosexuels, qui avaient divorcé, tout ça. Mais là, c'est plus l'effet du divorce et de la séparation. Et c'est l'effet de la société qui n'est pas toujours très ouverte d'esprit. Oui, et là, on voyait aussi que si ça allait bien pour les enfants, c'est aussi que les parents travaillaient très fort pour protéger leurs enfants, pour avoir des contacts avec l'école, pour expliquer la situation. Donc, les parents travaillent très fort pour protéger leurs enfants. Et ça, c'est la même chose pour les parents trans, pour les parents... les couples gays aussi qui vont se multiplier. Alors, les enfants vont bien, mais c'est que les parents font ce surtravail, je dirais. Vous écoutez Affirmation, une série de balados-diffusion qui présente des personnes qui contribuent au mieux-être des communautés de LGBTQIA+. Et en cette première balado-diffusion, nous recevons Lynn Chamberlain. Lynn Chamberlain qui a été la première détentrice de la chaire comment est-ce qu'on dirait? Au début, c'était de lutte contre l'homophobie, mais là, c'est devenu chaire de recherche d'orientation sexuelle et en pluralité des genres. Voilà. Oui. C'est parce qu'on a un vocabulaire qui évolue beaucoup. Oui. Puis au début, il y a eu beaucoup de discussions dans le processus pour développer une politique de lutte contre l'homophobie, à savoir est-ce qu'on inclut la question des personnes trans ou pas. Et il y avait des dissensions autour de ça. Finalement, on s'en est sorti. C'est pas beaucoup connu, mais moi, je trouve important de le rappeler. On s'en est sorti en donnant une définition de l'homophobie qui était très large. Oui. Donc, on a gardé le terme homophobie, mais on a donné une définition large qui incluait les préjugés ou les attitudes discriminatoires envers les hommes gays, envers les femmes lesbiennes, envers les personnes bisexuelles, envers les personnes trans, ou même toutes les personnes dont le genre s'écarte du modèle. Moi, j'avais un collègue, par exemple, j'ai un collègue qui portait souvent des chemises roses, qui s'habillait de façon avec une touche d'élégance. Et puis, on me demandait est-ce qu'il est gay, parce qu'il faisait ça. Ben non.
Ben non. c'est assez ridicule, mais bon, c'est ça. Alors, la façon dont on avait réglé le truc, c'était de donner une définition large d'homophobie. Cela dit, dans le rapport qui a été écrit, c'est vrai que les personnes trans étaient à moitié incluses. C'est-à-dire qu'elles l'étaient, elles l'étaient pas, elles l'étaient, elles l'étaient pas. Ou des fois, on rajoute le mot trans, mais on n'a pas tenu compte de leur situation. Donc, c'était boiteux. Et ça a été... il y avait ce problème-là. Moi, j'avais des bémols aussi avec le terme homophobie, parce que souvent, la représentation qu'on a de l'homophobie, c'est quelqu'un qui rejette les gays de façon assez violente ou haineuse. Et l'homophobie, des fois, c'est ça, malheureusement. Mais d'autres fois, c'est plus subtil que ça. Oh oui, c'est beaucoup plus subtil, plus souvent qu'autrement, je dirais, moi. C'est ça. Dans les milieux de travail, c'est ce qu'on observait. Il y avait des milieux de travail hostiles, mais dans beaucoup de milieux de travail, ça s'exprimait plus par exemple, les blagues. Ça, c'était une voix, là, souvent. Les blagues, les petits commentaires, les questions intrusives, tout ça. Donc, je pense, je vais te donner un exemple, parce que moi, je l'ai vécu, puis je vais le dire à Radio-Canada, où, à un moment donné, on fait la distribution des vacances et ça va selon l'ancienneté. Mais moi, j'ai un patron qui vient me voir et il me dit, tu sais, Denis, toi, tu n'as pas de famille. Tu pourrais peut-être laisser ces périodes-là pour les gens qui ont des familles. Mais ça, c'est de l'homophobie. Bon exemple. C'est très bon exemple. Et j'étais outré. Si on m'avait dit, Denis, est-ce que tu pourrais peut-être donner tes vacances à cette personne-là qui n'aurait pas d'autre façon d'y prendre, j'aurais dit oui. Mais à ce moment-là, j'étais tellement furieux. Oui. Très bon exemple. Des fois, c'est tu peux travailler tard le soir parce que toi, tu n'as pas d'enfant. Tout à fait. Tu n'as pas de responsabilité. Tu n'as pas de responsabilité familiale. Donc, ça, c'est encore présent en passant. Ah, ça, c'est encore présent. Ouais. Puis souvent, on ne sait pas trop comment réagir parce que c'est plus difficile de réagir à ce genre d'homophobie-là ou de lesbophobie que bien, ça, je ne dis pas que c'est facile face à un comportement haineux, mais c'est trop subtil souvent, où on ne sait pas comme la blague. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une autre blague. Fait que moi, j'avais des réticences par rapport au terme homophobie, fait que j'avais fait inscrire chaire de recherche sur l'homophobie en sous-titre diversité sexuelle et pluralité des genres. Donc là, on introduisait les genres. Et les gens, donc, ça nous disait, bien, on n'est pas toutes pareilles au niveau du genre. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des femmes lesbiennes qui sont butch, il y a des hommes qui sont plus efféminés, des hommes gays qui sont plus efféminés, des hommes hétéros qui le sont ou qui ont... L'homophobie, des fois, ça s'exerçait envers les hommes hétéros qui... On le voyait à l'école, là, le garçon aimait danser, aimait faire de l'art ou de la peinture. Ben, c'était une tapette. Mm-hmm. Donc, pour moi, j'endossais cette vision large de l'homophobie et je trouvais important qu'on arrête de dire, ben là, tous les gays sont masculins, toutes les lesbiennes sont féminines ou c'est pas vrai. C'est pas vrai, on a une diversité. Donc, j'avais mis ça en sous-titre. Bonne idée. Puis, éventuellement, 10 ans plus tard, là, je commençais déjà à penser à ma succession parce que j'ai ici en même temps. Et puis, là, on cherchait un autre nom pour la chaire. Puis là, les enjeux trans ont pris beaucoup d'importance dans les années 2010-2020. Là. Ça s'est quand même manifesté beaucoup. Et c'est ça, on est à la recherche d'un autre nom. La politique elle-même s'est transformée en politique de lutte contre l'homophobie et transphobie. Oui. Donc, puis moi, je voulais pas prendre ça non plus parce que je disais, bien, l'homophobie, les lesbiennes sont pas là. Fait que là, est-ce qu'on se met à nommer homophobie, transphobie, biphobie? Fait que là, ça fait... La diversité des orientations sexuelles ou la diversité sexuelle et les pluralités des genres, c'est très clair. Ça me semblait le plus inclusif, là. Et donc, c'est ça, je voulais pas qu'on se mette... Bon, en France, on voit plus LGBTQ-phobie. Ça, on le voit. LGBTQ-phobie, on prend l'acronyme, là, puis on rajoute phobie. Ils sont très forts là-dessus, les acronymes. Ça perd de signification puis aussi. le problème avec les acronymes, c'est que là, on peut l'agrandir, le rapetisser. Tu m'entends dire de LGBTQIA+, là, tu sais... Oui, ça prend un petit peu de pratique. Ah oui, hein? Puis les gens ne comprennent pas toujours. Remarque, diversité sexuelle, pluralité des genres, ça vient pas facilement, puis c'est pas tout le monde non plus qui comprend, mais je me disais, dans le cadre universitaire, ça situe ce qu'on veut faire, puis ça inclut les personnes trans, les personnes non-binaires. Quelle a été ta plus grande réalisation en tant que chercheur? C'est quoi que toi, tu dis, ça, là, je suis vraiment contente de ça?
Je sais, je te mets sur la sellette. C'est difficile, ça. Bien, c'est sûr qu'au niveau très pragmatique de la chaire, j'avais dit, je m'étais engagée donc à aller chercher du financement. Et là, je suis partie à la recherche de financement. J'avais mes projets qui se sont terminés. On a du financement pour une équipe de recherche, mais à un moment donné, notre financement n'a pas été renouvelé. Et là, j'ai commencé à faire application pour un programme du fédéral, un programme qui s'appelle Partenariat, qui est un gros programme qui est très difficile à obtenir, mais qui donne beaucoup d'argent sur plusieurs années. Donc, ça nous stabilisait comme chaire aussi. Et là, donc, j'ai développé ce projet-là et ça nous a pris 3 fois pour réunir les partenaires, réunir les chercheurs, arriver à un projet, soumettre un projet. Et la première fois, on est arrivé, je ne sais pas, 30e. Il y avait une sélection en 2 étapes, puis on est arrivé, je ne sais pas, 30, 35e, et puis ils en prenaient 20, 25. Bon, OK, on va se reprendre l'année prochaine. On a un bon rang. On n'est pas dernier, on n'est pas 120e. Et on se reprend. Là, on arrive 26e, puis on manque le truc par 2 rangs à peu près. Et puis moi, je voulais abandonner, c'était trop de travail. Mais bon, les partenaires disent non, on est trop proche, il faut y aller. Donc, on y était une 3e fois et là, on l'a obtenu. Donc, ça, c'est un projet qui s'appelle Savoir sur l'exclusion et l'inclusion des personnes LGBTQ. Oui. C'est un projet qui va se terminer par un colloque cet automne, au mois de novembre, 24. C'est extraordinaire ce qui est sorti de ces études-là. Et il y a énormément de données, d'articles, de publications, mais aussi de façon plus vulgarisée, de tableaux. Des fois, c'est des 2 pages qui sont écrites sur tel sujet, par exemple, je sais pas, les jeunes non-binaires à l'école, ou le soutien familial envers les jeunes non-binaires, ou donc, régulièrement, la chaire publie des feuillets illustrés, des 1 ou 2 pages sur un sujet précis. Très facile à retrouver, d'ailleurs, sur le site web de la chaire. On peut trouver tout ça, la chaire de recherche la diversité sexuelle et les pluralités de genre. De l'UQAM. Alors, faites une recherche même à l'UQAM, vous allez trouver SAVIE, S-A-V-I-E, vous allez trouver des choses. Et moi, je le dis, là, depuis que j'anime l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève, qui est une autre émission ici à Canal M, je fais appel à ces données-là continuellement. Oui. On a fait une chronologie aussi, parce que je voyais souvent dans les milieux communautaires, c'est pas pour les critiquer, mais des fois, il y avait toutes sortes de dates qui étaient lancées, qui étaient inexactes. Alors là, on voulait faire une chronologie qui s'enrichit d'ailleurs, et qui est inclusive. Et là, on a validé une fois, 2 fois, 3 fois. C'est la différence entre la recherche universitaire, je dirais. Puis, alors, ça a été... Moi, malheureusement, pour des raisons de santé, j'ai dû quitter le projet. J'ai terminé certaines contributions au projet, mais c'est mon collègue Martin Blais qui a pris la relève. Mais justement, j'aimerais qu'on parle maintenant de... T'as quitté... Bon, t'as pris ta retraite, si on peut dire. On fait tout ça à un moment donné. Là, maintenant, t'es assise, t'as le temps de regarder le monde autour de toi, beaucoup plus que, tu sais, quand on était en recherche. Quel regard as-tu sur notre monde actuel? Est-ce qu'on avance ou on recule pour les personnes queer? Et actuellement, là, je dirais, dans les dernières années, on est en train de reculer. Il y a des signaux... tant au local que canadien, qu'américain, que l'international, où il y a des reculs. Mon regard n'est pas entièrement pessimiste parce que, par exemple, dans des continents comme l'Amérique latine, il y a eu des gains. Il y a des pays qui ont été très progressistes. L'Argentine, le Brésil, qui ont adopté. L'Argentine a été plus progressiste là, avant tout le monde, par exemple, pour reconnaître les droits des personnes trans. Donc, en Amérique latine, ça a été positif. Même en Afrique, où c'est des pays très difficiles, il y a des organismes qui se sont mis sur pied. Fait que mon regard n'est pas entièrement négatif, mais on a des signaux là, depuis quelques années qu'il y a des réticences, qu'il y a des réserves, qu'il y a des... Une espèce de retour de balancier. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Là, mais monter des influences religieuses... Et, bon, ici, on n'a qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis, là où il y a quelques centaines de projets de loi. C'était 500 cette année jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Généralement, on va chercher les points faibles, c'est-à-dire la protection des enfants. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Dans les années 70, Anita Bryan avait fait une campagne contre les gays en disant « Ils enseignent à nos enfants, ils vont recruter des enfants, etc. » Donc, on s'en prend aux maillons faibles, c'est-à-dire les enfants, la question des jeunes mineurs trans, qui est une question complexe aussi, qui n'est pas facile à trancher. Donc, ça, c'est des signaux assez négatifs. Je trouve aussi qu'entre nous, il
pas toujours... c'est un milieu, on l'a dit, hein, il est pluriel, il est diversifié, il y a des positions politiques Il y a une diversifiées. droite qui s'est montée dans les communautés queer aussi. Oui, puis on se parle pas toujours entre nous. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lieux de débat, de consensus. Donc, il y a des groupes qui prennent la parole, des individus qui prennent la parole, mais c'est pas un milieu, je veux dire... Moi, je dirais, c'est pas comme une assemblée syndicale où on a des membres, on discute, on prend position, tout ça. Il n'y a pas ça dans le milieu gay. Donc, les discussions se font souvent maintenant par le biais des médias sociaux et au lieu d'avoir des débats ouverts. Alors ça, je trouve que c'est difficile de rallier tout le monde et de réagir à ce qui se passe actuellement. Ah, Lynn Chamberlain, on aurait pu faire une affirmation de 2 heures avec toi. Je voulais te remercier. Merci de m'avoir fait confiance et d'être venu, d'être la première personne à faire cette longue entrevue avec une militante qui a peut-être pris sa retraite, mais on n'a pas encore entendu son dernier mot. Merci. Ça me donne l'occasion effectivement de parler plus de moi que je ne le faisais quand j'étais à la Merci de l'avoir fait, c'était très intéressant. Merci à l'équipe de Canal M, merci à Maurice Bolduc qui était à la régie, merci à tout le monde à Canal M, à la recherche et tout. Je vous invite donc à continuer à suivre cette balado-diffusion qui s'appelle Affirmation, des portraits de personnes qui ont fait avancer les causes des personnes, des communautés de LGBTQIA+.